Ok, c'est parti. Pour ceux qui sont en live, donc on va pouvoir commencer. Désolé pour le retard. Ouais. Clément, je te laisse introduire. Bonsoir à tous. Trop cool de vous recevoir pour cette conférence semestrielle qui va lancer nos recrutements. Donc là, vraiment, le but, ça va être de présenter nos différents programmes. Donc le programme Amérique latine, le programme Défis sportifs et le programme France. Et vraiment vous donner une immersion totale avec les retours des volontaires qui seront sur le terrain ou également en physique à nos côtés. Et donc, vraiment, vous dresser le parcours complet du volontaire chez nous pour que vous ayez vraiment une idée précise de ce que vous serez amené à faire chez Impulso. Et donc, encore une fois, pour ça, on va vraiment entendre les témoignages de chacun avec donc des particularités sur chaque terrain d'action pour faire quelque chose de complet et qui permettra d'avoir beaucoup plus d'infos sur Impulso en général. Yes, un petit mot du coup pour commencer. Et, du coup, je m'appelle Cyril, je suis cofondateur d'Impulso avec mon ami Louis Elie. On est deux anciens à l'IESEG, donc on est hyper content d'être ici à l'IESEG. Il s'avère aussi qu'on est professeur maintenant à l'IESEG. On a un cours qui, depuis 1 an, et qui reprend la semaine prochaine autour de la microfinance, des pays en voie de développement, du micro-entrepreneuriat, etc. Donc voilà, on est très content de pouvoir un peu boucler la boucle ici avec cette école qu'on aime beaucoup. Il s'avère aussi qu'on a eu pas mal d'IESEG qui sont passés par nos programmes de volontariat, des anciens, certains qui sont actuellement sur le terrain, ou encore des futurs volontaires, je pense qu'on va en entendre quelques-uns après. Et un petit mot sur Impulso, du coup, on est vraiment une ONG de volontariat. Notre métier, c'est de recruter, de former et de déployer des étudiants notamment qui vont partir en mission. Des étudiants qu'on appelle des consultants solidaires qui vont être mis au service de bénéficiaires qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires dans le besoin, ça peut être quoi? Ça peut être à la fois des femmes micro-entrepreneurs, donc des femmes qui sont dans une pauvreté relative, voire extrême, et qui vont entreprendre pour sortir de la pauvreté. Tout comme ça peut être des assos de plus ou moins petite taille, ici dans la région Hauts-de-France, qui ont besoin d'aide en digitalisation, en structuration, etc. etc. On a 3 missions qui vont être présentées au fur et à mesure. Du coup, il y aura des témoignages qui vont venir un petit peu aiguiller, un petit peu illustrer aussi ce qui se passe sur le terrain pour ceux qui veulent s'engager, pour ceux qui ont des questions, etc. Ça fait que c'est une asso qui existe depuis 7 ans maintenant. Depuis 4 ans et demi, 5 ans, on a une équipe à temps plein. L'idée étant que, au-delà de cette équipe à temps plein, on a une communauté de 180 anciens volontaires. Avec la promo qui est en cours de formation, on va arriver à 200 volontaires qui seront sur le terrain d'ici quelques mois. Sachez qu'on a à peu près 30 places à pourvoir par semestre. Encore une fois, sur les 3 programmes qui vont être mis en avant sur cette soirée, à travers 3 continents. On va justement pouvoir en entendre parler après. Un petit mot dans l'équipe, c'est qu'on cherche un peu systématiquement à recruter des volontaires, mais aussi on cherche sur des formats de stage des personnes qui vont être notre couteau suisse dans l'équipe opérationnelle. Donc ils vont pouvoir toucher à beaucoup de choses. Je vais laisser Léonie, qui justement a ce rôle de stage aujourd'hui, se présenter et ensuite présenter un peu quelle est sa mission. Et je pense qu'il faut bien se mettre là pour ceux qui sont en visio. Bonjour à tous. Moi du coup c'est Léonie, j'ai réalisé la mission Amérique latine au semestre dernier et donc là j'ai rejoint l'équipe en couteau suisse exactement. Donc c'est un poste très général. Je m'occupe principalement je gère les volontaires qui sont sur le terrain en préparation de mission, donc avec Clément. Donc c'est vraiment plein de sujets assez variés. Et également avec Cyril, sur toute la partie comptabilité. Donc ça pareil, donc c'est à propos des volontaires et la comptabilité d'Impulso même. Et après il y a encore plein d'autres missions assez variées. C'est un poste assez diversifié et très intéressant. Et c'est vachement chouette. Voilà. Et c'est un poste qui est à pourvoir donc tous les 6 mois. Et voilà. Trop cool, merci Léonie. Léonie, du coup, ancienne volontaire, qui a ensuite enchaîné sur un stage chez nous. Et du coup, les recrutements sont ouverts pour toutes les candidatures en tant que volontaire, mais aussi pour remplacer Léonie, de prendre la succession de ce poste qui est ô combien important dans notre équipe. Clément, on te laisse enchaîner, je pense. Ouais, merci. Sur le parcours de formation. Je me suis même pas présenté en fait, donc moi c'est Clément, je suis responsable des opérations depuis 3 ans et demi chez Impulso, avec notamment un focus ressources humaines. Donc en fait on va parler un peu du parcours de formation. Ça c'est vraiment un temps qui est hyper important, qui permet justement d'arriver préparé pour sa mission sur le terrain. Ça concerne surtout les missions Amérique latine et défis sportifs, et donc ça consiste principalement à faire une préparation de plusieurs mois, entre 6 mois et même parfois plus longtemps, hein. On pourra en parler plus tard. Donc en fait l'objectif il est double, il est à la fois d'arriver vraiment prêt pour sa mission via notamment des afterwork et des masterclass qui vont viser à se former sur la microfinance, sur la prospection, sur le pitch, etc. Puis il y a aussi un objectif qui va vraiment être justement de pouvoir financer sa mission avec une levée de dons. Et donc là aussi il y aura une préparation qui va durer plusieurs mois avec vraiment un suivi de la part de l'équipe, des appels réguliers, donc une méthodologie aussi qui va être transmise avec tous nos différents outils pour permettre à la personne d'aller lever
une certaine somme pour ensuite financer sa mission sur le terrain. Donc on va écouter Agathe justement là-dessus. Et est-ce qu'on nous dit en visio qu'on n'entend pas encore pas assez fort, donc je pense Je vais crier. les personnes qui parlent, il faut carrément vous mettre là, Ok. et du coup, et parler à la fois au public et aux personnes qui sont en visio. Ça te va? Ouais, ça me va. Merci. C'est mon meilleur profil. Donc ça, Agathe, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta levée de dons actuellement? Donc là, tu es en plein depuis 3 mois. C'est ça. Et donc aussi de la préparation de mission, de ce que tu as amené à faire en formation, en masterclass, etc. pour détailler un petit peu plus. Ok. Alors moi déjà c'est Agathe, je pars en binôme avec Inès au Guatemala pour 6 mois, on part dans quelques mois là, 3 mois. Et du coup on est depuis janvier en plein dans la levée de dons et on doit lever du coup une certaine somme, je sais pas si je peux le dire. Ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. On doit lever, on doit lever 10 000 € en tout et pour ça passe par du coup pas mal de prospection. Déjà le premier cercle avec les proches, on va pas se mentir, donc c'est vraiment la prospection avec sa famille, les amis de ses parents, enfin vraiment même son cercle proche, ses potes, etc. Et après ça passe par plein de choses, on peut faire des ventes, on peut aller prospecter des entreprises directement, sachant qu'en plus on peut être défiscalisé à hauteur de 66% sur un LOASO, donc ça peut être super intéressant pour les entreprises. Il y a aussi des fondations qui peuvent nous aider, etc. Donc là-dessus, en plus, on est hyper bien aiguillé par Impulso. On a des appels de levée de dons du coup avec Clément assez régulièrement. Et eux aussi regardent où est-ce qu'on en est dans notre avancement, etc. On a aussi toute une base de données sur les méthodes qu'on peut mettre en place pour cette levée de dons-là, qui est hyper intéressante et hyper importante. On peut aussi faire des ventes de gâteaux, des ventes de samosa. Enfin, vraiment, le champ des possibles est très très large. Et 6 mois, c'est à la fois long et court pour la faire, cette levée de dons, surtout en fonction de tout, de mettre en place de s'organiser, etc. Du coup, voilà, c'est bien aussi de savoir, de pouvoir toucher à tout, etc. Et en parallèle de ça, pendant les 6 mois, nous, on est formés. On a du coup, en effet, des afterwork, etc. Et là, depuis le début, on a eu des formations sur tout ce qui était microfinance, pitcher son projet aussi, donc hyper intéressant. Enfin, même, ça va nous aider pour la vie plus tard. Et on a aussi sur justement pitcher son projet, etc. Et donc, c'était top. Et c'est pas fini, donc on est encore en formation. Et comme quoi, c'est pas juste on va nous lâcher directement sur le terrain, c'est vraiment pendant 6 mois, on est formé, on est suivi. Et c'est cool de se dire qu'on n'est pas seul au monde, quoi, libre à nous-mêmes. Nickel. Voilà. Merci Agathe. Merci. Pour compléter, effectivement, on a aussi des experts qui vont venir, donc qui sont en externe, qui ne sont pas au sein d'Impulso, mais qui vont pouvoir venir accompagner nos différents volontaires sur effectivement donc, des problématiques très, très précises du genre comment pitcher avec impact, comment vraiment créer de l'engouement autour de sa communauté, ou encore du coup vraiment une expertise très développée sur la microfinance avec un salarié de la fondation Grameen Crédit Agricole qui donc depuis 15 ans connaît cette thématique-là. Très très bien. Nickel, merci à tous. On n'hésite pas du coup à se mettre là-bas pour parler, je pense, pour être plus proche. Ok. Je te laisse présenter le programme Amérique latine. Ouais, carrément. Prendre un témoignage. Carrément. Donc là, en fait, on va vraiment commencer le focus sur les programmes. La préparation de mission, comme vous l'avez vu, elle est très dense. Alors, du coup, elles se font en parallèle. Enfin, elle est compatible vraiment avec notamment des cours, un stage ou autre. Donc ça, soyez tranquille par rapport à ça. Elle est effectivement, de toute façon, l'engagement en général chez Impulso dure vraiment longtemps. C'est généralement 1 an. Mais les 6 premiers mois se font largement du coup en parallèle de vos différents stages. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant. Donc on va revenir sur la mission Amérique latine. Là en l'occurrence on parle de mission de consulting solidaire. Donc c'est on a vraiment fait en sorte de la focus auprès de femmes micro-entrepreneuses en Amérique latine. Et du coup en général le chiffre c'est entre 8 et 10 parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus trop entre guillemets engageant pour nos volontaires. Il faut aussi qu'ils aient le temps de pouvoir faire un bel accompagnement très qualitatif auprès des femmes et pour ça forcément ça demande beaucoup d'investissement. Donc 8 à 10 c'est vraiment le chiffre qu'on a trouvé qui était idéal pour cela. Comme je disais, la préparation de mission elle est vraiment compatible avec vos engagements pendant ces 6 mois avant de partir, qui fait un total du coup d'un an pour une mission qu'après on va pouvoir détailler avec nos volontaires sur place, mais qui va vraiment vous permettre de développer de nombreuses compétences à la fois humaines et professionnelles. L'idée étant qu'après ça, on va pouvoir justement avoir un impact derrière aussi dans sa vie professionnelle, puisqu'on aura encore une fois développé ces compétences-là qui sont très recherchées aussi sur le monde du travail. On pourra détailler ça plus tard. Et donc la levée de dons, elle est effectivement de 10 000 €. Donc ça permet vraiment de financer l'ensemble de sa mission en tant que micro-entrepreneur, en tant que consultant solidaire.
Et donc voilà, le but vraiment c'est de pouvoir être large à ce niveau-là et donc de ne pas avoir de sous à mettre de sa poche. Ce qui permet là encore de s'adresser du coup à tout jeune qui a envie de s'engager, qui a envie de créer de l'impact auprès des femmes micro-entrepreneuses. Nickel. J'active le micro. Juliette, Emmanuel, je pense que c'est à vous. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro du coup et on vous écoute pour un petit témoignage en live du terrain. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Alors plutôt bien. Attendez juste une seconde qu'on puisse être sûr que en visio en face ils nous entendent bien. Hop, bougez pas. Est-ce que vous voulez rapprocher de la visio ou est-ce que plutôt on va faire ça? Ouais. On va ramener le son. Ok, on fait un test pour le son, on est bon? Ok, merci. Ouais, merci beaucoup. C'était la caméra, on marque. Est-ce que vous pouvez du coup nous partager un peu, parler de qu'est-ce que le quotidien, comment ça se passe sur le terrain avec Impulso? On vous écoute pour le témoignage, pour partager ça. Merci. Donc, Juliette et Emmanuel, on est sur le terrain depuis 2 mois et demi maintenant. On est à Campeche au Mexique. Je laisse présenter l'IMF avec lequel on travaille. Alors, sur place, on travaille avec Unicrowd, un institut de microfinance, qui est notre premier contact à Campeche au Mexique et notre intermédiaire avec l'entrepreneur. Donc, ils jouent un rôle extrêmement important, surtout en début de mission, parce que c'est eux qui nous mettent en relation avec les entrepreneurs avec qui on travaille. Et donc, c'est eux qui vont leur présenter pourquoi ils réussissent sur le projet et ils vont donc nous donner toute notre légitimité. Et en plus de ça, c'est des personnes vraiment des personnes de confiance avec qui on passe des super moments informels. Donc, on est vraiment ravis de travailler avec eux. Du coup, dans les grandes lignes, notre début de mission, c'était surtout pour échanger avec les socias. Donc ça, c'est les femmes entrepreneurs avec qui on travaille. Apprendre à se connaître pour tisser un premier lien de confiance, c'est très important. On a ensuite fait un audit de la situation de leur commerce, un état des lieux des enjeux. Et puis, depuis 2 mois, on a des rendez-vous hebdomadaires avec elles pour réfléchir et mettre en place des solutions concrètes qui répondent au mieux à leurs attentes et à leurs enjeux. Donc, pour chaque rendez-vous, on essaye au maximum d'autonomiser les entrepreneurs sur les sujets qu'on aborde ensemble. Donc, par exemple, si on va travailler leur image de marque, on ne va pas se contenter des logos, mais on va leur faire toute une formation sur Canva pour qu'elles puissent, dans le futur, elles-mêmes faire leur propre publication, leur propre affiche, leur propre poster, et qu'elles soient indépendantes là-dessus. On a aussi des certains de rendez-vous sont composés de temps informels, donc tout le moment de travail qu'on fait ensemble. Oui, formel, pardon. Mais c'est généralement aussi suivi de moments informels et convivial ensemble. Donc on passe notre temps à être invité à cuisiner chez les parents, rencontrer la famille, aller à la plage ensemble. Enfin, on fait vraiment des relations d'amitié au-delà du travail. Et du coup, au niveau perso, c'est super sympa. D'abord, on découvre la ville. Campeche, c'est génial. On a une bande de copains ici. On s'est fait depuis le début. On a visité les restos, les plages secrètes. Et puis, le Mexique est juste un très grand pays avec beaucoup de choses à voir. Donc, on essaie de faire des escapades le week-end. Et là, par exemple, on a nos vacances de mi-mission dans 2 semaines, pendant 1 semaine. Et donc, Juliette et moi, on va découvrir Bacalar. Ensuite, je pars en trip solo au Guatemala. Et Juliette, moi, j'ai traversé le Mexique avec ma famille. Voilà, on espère vous avoir donné un petit aperçu de notre mission. N'hésitez pas si vous avez des questions. Trop cool, merci beaucoup Lily, c'était hyper complet. Hyper cool, on va enchaîner. Désolé, on n'active pas la caméra parce que niveau logistique, sinon c'est compliqué. J'espère que sur les réseaux, on a bien entendu. Dans le doute, on peut essayer de le faire sur les enceintes, mais malheureusement, après les tests, c'était à peu près le même résultat. Ok, on enchaîne. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Epi, trop bien. Merci Luffy.
On va enchaîner avec Inès et Capucine, qui sont, elles, basées à Otavalo, en Équateur, qui sont arrivées il y a de ça un mois et demi. Et donc, ils vont pouvoir justement nous parler de... Ah, c'est mieux pour le son, là. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bah, du coup, les filles, comment ça se passe, vous aussi, votre quotidien depuis ces plusieurs semaines? Et en fait, en général, à quoi ça ressemble une mission Impulso en Amérique latine? Oui, bah, nous, on peut parler de comment se déroule la mission. Ouais. Déjà, on va parler des socias, parce qu'on a beaucoup qui ont des commerces assez variés. On en a une qui a une station de lavage, une qui est couturière, enfin, qui fait de la retouche et de la confection de vêtements, une qui a un restaurant, deux qui ont un restaurant. Et on travaille aussi sur des projets avec des partenaires de l'Institut Microfinance. Donc on fait quand même des missions assez variées et ça ne se ressemble pas. Et à chaque fois, même si on fait plein de marketing, ce ne sera jamais la même chose. Et après, donc là, ça fait qu'un mois qu'on est sur le terrain. Et on a décidé de toujours commencer par le côté marketing et communication pour pouvoir créer un lien avec les sociales. Et donc on commence par déjà créer un Google Maps parce qu'aucune des sociales n'avait son commerce qui apparaissait sur Google Maps. C'était quand même un peu la base pour attirer des clients, enfin pour nous. Et on a travaillé sur leur logo, sur un peu les réseaux sociaux. Et en fait, ça leur permet un peu de les mettre en confiance et qu'elles comprennent qu'on est là pour elles, pour les aider et qu'on n'est pas du tout là pour vérifier ce qu'elles font de la part d'un institut de microfinance parce qu'on est présenté par l'institut de microfinance et des fois elles peuvent penser qu'on est là pour juste les surveiller. Et comme ça, une fois qu'elles sont en confiance, on peut commencer à travailler la comptabilité et avoir un peu plus une vision réelle de l'état du commerce. Des fois, au début, elles avaient tendance à embellir un peu l'état de leur commerce, alors qu'on n'est pas là pour ça, on est là juste pour voir et pour les aider complètement. Voilà, et par rapport à l'intégration, les leviers d'intégration sur le terrain, parce que c'est vrai que c'était quand même super différent de ce que nous on a l'habitude de connaître. Déjà, la passation est super importante au début de la mission. Donc on a eu la chance d'avoir une passation sur place avec Camille et Nathan, avec qui on partage en plus la mission puisqu'ils sont sur le terrain avec nous. Mais c'est vrai qu'en général, la passation au départ, évidemment, ça aide énormément pour l'intégration au départ, savoir un petit peu l'éthique sur place, les lieux à rencontrer, comment la mission se passe, comment les associations, etc. L'IMF aussi. Il y a aussi la base de données Impulso sur le terrain, concernant chaque terrain d'action qui est hyper complète et qui aide aussi énormément sur tous les sujets, que ce soit les types de vie là-bas, le terrain en lui-même, le pays, voilà, toutes les infos qui sont répertoriées, donc super utile. Le fait de vivre chez l'habitant aussi, nous on est chez la... chez une famille. Et du coup c'est super parce que c'est des contacts en plus. Dès qu'on parle par exemple d'un lieu, c'est des contacts qu'on peut nous donner. Des traditions aussi qui peuvent nous expliquer, donc ça c'est super. L'IMF aussi nous aide énormément, comme on dit les filles, à débuter la mission, à se mettre en contact avec les socias, à nous présenter, donc ça aussi pour l'intégration c'est super. Les socias aussi en tant que telles nous intègrent aussi parce qu'en fait elles proposent des événements. On a été à un mariage le premier week-end, donc on a tout de suite été dans l'ambiance, donc vraiment ça aussi ça fait partie. Et vraiment après il faut être hyper souriant, ouvert à tout, le dialogue facile, etc. Et en fait l'intégration c'est super bien et on se sent intégré. Voilà. Super, merci beaucoup les filles. Juste pour clarifier 2-3 concepts, parce qu'en fait on a un peu notre wording chez Impulso et du coup ça peut être pas toujours compréhensible pour les gens. Donc en fait Socia, on parle de femmes micro-entrepreneuses. Donc c'est vraiment les petits business en fait, de personnes qui pour s'en sortir, en fait, pour se générer un revenu, vont monter typiquement une petite épicerie, une boulangerie, un resto ou autre. Et donc ça vise à sortir de la pauvreté à travers ce commerce. On parle aussi d'IMF. Un IMF, c'est un institut de microfinance. Et donc c'est notre partenaire en fait sur place donc c'est une banque de microcrédit qui reçoit nos volontaires et qui ensuite présente d'ailleurs les femmes à accompagner. Et après donc c'est nos volontaires, c'est nos consultants solidaires qui choisissent qui ils veulent accompagner. Donc les filles, elles ont choisi 6 à 8 micro-entrepreneuses
Et derrière, en fait, le choix peut aussi évoluer. Forcément, au fil des semaines, au fil des mois, il y aura des personnes qui seront, entre guillemets, sorties alors, des sujets qu'on devait leur apprendre, enfin, qu'on aura, entre guillemets, émancipés. Et du coup, le but, c'est après de continuer à aller chercher d'autres personnes parce qu'en fait, sur nos terrains d'action, il y a plein de besoins, il y a beaucoup de pauvreté. Donc, il y a beaucoup de choses fortes à faire. Yes, trop bien. Merci beaucoup les filles, c'était hyper intéressant, trop cool d'avoir des témoignages. On va enchaîner du coup. Bonne suite d'émission à vous. Adrien et Valentin, est-ce que du coup, vous pouvez activer vos caméras? On va vous écouter maintenant. Ouais, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Nickel. Nickel. Alors du coup, nous, on vous écoute. on voulait vous parler de nos attentes avant la mission et de ce qui se passe concrètement sur le terrain après nos 3 premiers mois de mission. Donc pour parler de ça, on a identifié 4 temps différents qui font ce qui est l'expérience Impulso réellement. Alors pour nous, le premier temps, ce qui nous est venu en premier en tête, en fait, c'est le fait que dans l'expérience Impulso, on vit à 2. Et au-delà de toute la mission, du travail avec les sociaux, etc., c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà, il faut savoir qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec l'autre. J'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est à la fois l'occasion de bâtir une relation de binôme incroyable et que toute la mission se passe bien, mais il faut savoir aussi, en termes de communication, d'adaptation, d'écoute de l'autre, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment ce qui ressortait en premier, en fait, quand on voulait dire c'est quoi l'expérience Impulso, c'est d'abord une vie à 2. Voilà. Ensuite, c'est nos actions avec les socias, c'est les femmes qu'on accompagne. C'est vraiment le cœur du travail qu'on fait ici au Pérou. Alors forcément, on avait pas mal d'attentes, parce qu'on savait que c'était le cœur du travail. Comme par exemple, on voulait découvrir une nouvelle mentalité, une nouvelle culture, devenir bilingue en espagnol. Et surtout, ce qu'on voulait après notre premier stage de césure, c'était trouver du sens et se sentir utile. Alors les 3 premières attentes sur la mentalité, la culture et l'espagnol, en fait, ça se fait super naturellement parce que tous les jours, on a 2 à 3 rendez-vous avec les socias. On va parler en espagnol, on va découvrir la culture, la personnalité de cette socias. Et en fait, le cœur de la mission, c'est qu'il faut se rappeler au jour le jour qu'on n'est pas ici en super-héros. En fait, on avance surtout main dans la main avec les socias, ensemble, et c'est bien plus un échange qu'un enseignement qu'on va leur disposer. On apprend autant d'eux, voire plus, que eux, ils apprennent de nous. Et sachant que voilà, tout ce travail qu'on fait avec les socias, c'est la principale occasion de s'immerger dans la culture péruvienne. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout le seul moyen d'être en immersion sur le terrain, de se sentir à l'autre bout du monde. Ici, donc à Lamas et à Tarapoto, qui est la grosse ville à côté, dans le nord du Pérou, on a l'immense chance, un peu comme ça a été rapporté par les autres consultants solidaires, d'avoir une relation très forte avec notre institut de microfinance, Microde. Donc il y a un binôme à Tarapoto qui vit, qui loge chez le directeur de l'institut de microfinance, Luis. Donc nous, on peut aller les voir souvent. On est devenus copains avec leur fils, donc on fait des activités avec leur fils. Et même donc ça c'est dans la ville d'à côté, même dans notre ville, on commence à connaître des visages, on a des occasions de sortir. Donc au-delà de tout le travail avec les socias, il faut savoir vraiment que ça dépasse juste ça, l'immersion dans la culture, et qu'il y a plein d'autres occasions de rencontrer des gens et de se mettre dans le bain du Pérou. Et ça nous amène justement à la dernière occasion de découvrir la culture et de découvrir le Pérou. Et c'est le 4e point qu'on voulait aborder, c'est le voyage. Réellement, on adore voyager et c'est une des raisons personnelles qui nous a mobilisés pour faire cette mission. En fait, c'était une super découverte parce que nous, on est à la recherche du voyage un peu économique, aussi bien pour le porte-monnaie, parce qu'on est jeune, que pour notre empreinte carbone. Et en fait, on est au Pérou, ça peut paraître étonnant, mais en fait, on est super bien servi. En fait, ce qui se passe, c'est que les distances sont énormes au Pérou parce que la superficie totale du Pérou, c'est 2,5 fois la France. Les infrastructures sont vraiment très mauvaises. Voilà, c'est pas les mêmes infrastructures qu'en France, mais en fait, il y a des bus de nuit qui permettent de voyager et en une nuit, on peut passer d'un bout à l'autre du pays et découvrir réellement toutes les parties du pays. Et comme on peut se faire des week-ends de 3 jours assez souvent, parce qu'on peut gérer notre emploi du temps comme on veut, avec les rendez-vous, et ben en fait, ce qui ressort, c'est que c'est l'occasion d'une vie pour voyager et découvrir une nouvelle culture autre que la France. Voilà, c'est tout pour nous. Merci les gars, super témoignage, c'est nickel. C'est cool, merci les gars, bonne suite de mission à vous et merci beaucoup pour les témoignages. Ouais.
Clément, je te laisse avec la suite. Donc juste pour conclure, la mission Amérique latine, elle se fait dans 4 pays, donc Guatemala, Mexique, Équateur et Pérou, au sein du coup de plein de villes et terrains d'action, parce que comme l'ont dit les garçons, on a par exemple sur une région, on peut avoir 2 terrains d'action différents, parce qu'en fait il y a 2 antennes du même IMF qui sont présentes dans chaque ville. Donc du coup ça permet vraiment d'avoir une vision assez large aussi de ce qui se fait en Amérique latine, et nous d'avoir un impact aussi important qu'on le peut. Donc on va passer plutôt maintenant sur la mission du défi sportif. Donc ça en fait c'est notre programme qui est complémentaire à la mission Amérique latine, qui concerne également la microfinance. Et donc en fait il y a 3 continents possibles à traverser en vélo, parce que c'est une mission qui se fait à vélo, l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe. Donc en fait, ici, on va faire là aussi une préparation de mission qui va durer plusieurs mois, qui peut même être en général, c'est plus que 6 mois, parce que vraiment, la levée de dons est extrêmement centrale pour réaliser de l'impact avec ce programme, puisqu'en fait, la levée de dons va permettre de financer ensuite sur le terrain, en traversant donc ces pays à vélo, d'aller à la rencontre des instituts de microfinance partenaires, et du coup vraiment de financer les micro-entrepreneuses via des crédits solidaires, c'est-à-dire donc des montants de la levée de dons qui seront consacrés à des microcrédits à des taux d'intérêt en dessous de ceux du marché pour financer ces femmes. Donc en fait là où on accompagne ces femmes avec la mission Amérique latine, on les finance avec la mission défi sportif, et il y a vraiment ce côté, c'est pour ça qu'on les appelle les aventuriers solidaires, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'aller à la rencontre des personnes, d'aller dormir chez l'habitant, d'aller vivre en bivouac dans les différentes parties du monde. Donc c'est extrêmement formateur, et ça permet vraiment de se découvrir et de rencontrer plein de publics différents. Trop bien. Les témoignages du coup. Ouais. On va commencer par Eva et Paul qui sont du coup à distance. Alors Eva et Paul, est-ce que vous êtes avec nous? On a introduit du coup un petit peu la mission défi sportif. Yes, on est bien là, yes. Trop bien, merci beaucoup. Juste les gars, est-ce que vous pouvez parler bien fort et assez près du micro? Ouais. Comme ça sur les réseaux sociaux, nous vous entendrons bien aussi. Ok. Trop bien, merci beaucoup. Ça ressemble à quoi alors votre quotidien à vélo en tant qu'aventurier solidaire? Vous pouvez nous raconter un peu? Merci Cyril. Et nous c'est Eva et Paul, et on est actuellement en défi sportif en Europe. Et donc on est déjà allé, on a fait 2 mois en Espagne, ensuite on a fait sud de la France, nord de l'Italie, et là on arrive, on est à Ljubljana en Slovénie. 3500 km là même. Bravo. Voilà, sur les 5000. Et donc globalement notre quotidien en fait il se répartit en 2 types de journées globalement. Soit c'est des journées à vélo, soit c'est des journées avec les instituts de microfinance. Ouais, donc les journées à vélo c'est globalement assez sportif. Bien sûr il y a la partie consacrée au pédalage qui nous prend pas mal de temps. Il y a aussi toute la prévision de l'itinéraire, et puis forcément des paysages magnifiques, des coins qu'on n'aurait pas l'habitude de visiter en tant que touriste, qui sont juste dingues. Et voilà. Et en plus, le vrai truc en plus de cette expérience, c'est les rencontres de fous qu'on fait sur la route, avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de rencontrer. Et il y a plein d'exemples à donner, mais il y a par exemple un couple de cyclistes qui s'appelle José et Monica qu'on avait rencontré en Espagne, sur la route justement à vélo, et qui nous avait proposé de venir manger chez eux. Et finalement on s'est retrouvé à être hébergé dans une énorme villa face à la mer en Andalousie. Et à discuter toute la soirée avec eux, c'était vraiment trop sympa. Voilà, donc c'est le genre de souvenir qu'on peut se faire à vélo en 3, 4, 5, 6 mois. C'est que du kiff. Et pour la partie microfinance par contre, globalement pendant la mission on va rentrer en contact avec les instituts qu'on va aller voir dans 3 villes différentes, et là du coup on va pouvoir à la fois rencontrer les collaborateurs des différents instituts, comprendre comment ça fonctionne, et ensuite rencontrer également les micro-entrepreneurs pour décider quel projet on va pouvoir financer et voir exactement en fait notre impact. Et ça c'est hyper important pour le sens de la mission. Super. Et ensuite c'est une dernière chose sur où est-ce qu'on dort et comment on fait pour la nuit. Et en fait ça dépend vachement des binômes. Il y en a qui préfèrent dormir plutôt à l'hôtel ou en camping, ou alors aussi il y a tout un réseau de cyclotouristes en fait, et on peut dormir vraiment chez l'habitant presque un soir sur 3 et partager le repas et souvenirs d'expérience. C'est vraiment cool. Et nous avec Paul ce qu'on préfère c'est
dormir en bivouac dans la nature et avoir des super levées de soleil. Donc voilà, c'est un peu à la carte en fonction des binômes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Trop bien. Ouais, super long. Merci beaucoup pour vos témoignages. On va enchaîner du coup avec un autre témoignage sur le défi sportif. Eva et Paul, on vous souhaite une très très bonne fin de mission. Ceux qui ont des questions pour l'ensemble des volontaires, n'hésitez pas soit à la fin, soit après à les rencontrer sur leurs réseaux sociaux, etc., sur Insta entre autres. Mais voilà, merci beaucoup Eva et Paul et à très bientôt. Merci l'équipe. Donc on reçoit Paul Alexis en direct, qui va venir nous parler un peu du défi sportif. Donc Paul Alexis, comment est-ce que tu as géré l'effort physique et est-ce que tu t'es préparé pour ça du coup spécifiquement? Merci. Donc Paul Alexis, je suis parti en août pour le défi sportif, août 2022 jusqu'à décembre 2022. J'ai fait des défis sportifs pendant cette période-là. On est parti d'Uruguay pour aller jusqu'au Pérou. Et du coup, nous, on a eu une préparation spéciale qui consistait à ne pas se préparer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué. Au début, on a eu un petit peu de mal. On a les premières étapes, le temps de se mettre en route. En plus, on a été trop ambitieux. On a fait les erreurs qu'on fait à chaque fois au début d'un voyage à vélo où on ne s'alimente pas bien, on ne boit pas bien, on prévoit trop de kilomètres, etc. On ne regarde pas la météo. Et en fait, on s'est vite fait aux journées de vélo, jour après jour, prendre le vélo. Et au final, on se rend compte que c'est pas si dur que ça. C'est compliqué sur le vélo à la fin des journées généralement, mais en fait c'est accessible à tout le monde et chacun va à son rythme. On a eu la chance d'avoir deux personnes où on avait à peu près le même niveau à vélo, donc ça on a eu la chance. Et puis après pour gérer l'effort, on était un peu stupide, on faisait la course entre nous souvent, mais à part ça, dès qu'il y avait un ou deux qui allait moins bien, on pouvait s'arrêter. Ça nous est arrivé plein de fois de raccourcir des étapes parce qu'on avait des soucis, même genre raccourcir le voyage parce qu'on avait des soucis. Donc c'est vraiment de l'adaptabilité et en fait c'est un voyage qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être super sportif pour réussir à faire ça. Et puis comme c'est un peu chacun son rythme, juste la cordillère des Andes qui est un peu compliquée. Puis on a déjà aussi un peu loin et les longs cols avec le poids sur le vélo, c'est un peu compliqué pour les jambes à la fin. Mais à part ça, on n'a vraiment pas eu de soucis niveau physique. Je pense vraiment que c'est assez accessible. Et si jamais, personnellement, c'était vraiment le voyage d'une vie. Donc si jamais vous hésitez un petit peu à faire cette aventure, je vous le souhaite pleinement. Il y a tellement de choses à dire. Merci. Trop bien, merci Pierre. Être coordinateur terrain d'ici peu. Les candidats. Merci beaucoup Alexis. Juste un truc pour le défi sportif, donc pour clarifier pour les parcours. Donc on a le parcours Asie, on va faire Cambodge et Thaïlande. Ça a été lancé très récemment, donc ça a été inauguré par Hélène et Jacques en février. Il y a le parcours en Europe, donc qui consiste à faire de Madrid jusqu'en Belgique et au Luxembourg. Donc là, vraiment traverser de toute l'Europe. Et il y a le parcours en Amérique latine qui pour le coup, lui va se faire entre, généralement c'est Équateur, Pérou et on peut aller aussi jusqu'en Argentine avec un autre partenaire qui peut vous recevoir. Donc ouais, en fait en général on essaye de mettre entre 2 et 3 pays par parcours pour justement répartir la somme qui a été levée via cette levée de dons de manière à ce que ce soit vraiment intéressant pour chaque partenaire et donc pour les bénéficiaires, pour les femmes qui seront financées derrière. Ok, trop bien. Merci beaucoup Alexis. Trop bien, merci beaucoup. Notre dernière mission du coup, qui est une mission qui a vu le jour assez récemment, qui est on va dire un peu la dernière à être née. C'est également une mission qui se fait en binôme, c'est également une mission de consultant solidaire et c'est la mission ici locale en France, et j'ai même ici dans les Hauts-de-France pour l'instant. Cette mission en fait elle se fait auprès de 3 à 4 assos, donc des associations professionnelles qui vont être des très petites assos jusqu'à une taille moyenne de quelques salariés. L'idée c'est que c'est toujours en binôme, cette fois-ci sans préparation, donc ça c'est important. Ceux qui veulent postuler pour les missions à l'étranger, il faut bien prévoir les 6 mois de préparation. Pour la mission Hauts-de-France, ça se fait sans préparation. Là typiquement pour la mission Hauts-de-France, et on va voir différents témoignages juste après, on peut postuler dès aujourd'hui pour commencer la mission en juillet et pour la terminer en décembre. Cette mission du coup c'est consultant solidaire auprès des assos, donc des petites structures qui forment le tissu économique associatif dans les Hauts-de-France. Pendant 6 mois, entre nos bureaux qui sont situés sur le grand boulevard à Ouascal, donc pas très loin de Lille,
et directement chez les associations. Ce qui est intéressant, c'est justement l'immersion entre les deux. Les assos aujourd'hui, il y en a 1,5 million en France, il y en a énormément qui ont besoin d'aide. Il y en a qui ont besoin d'aide sur la digitalisation, d'autres sur la structuration, d'autres sur leur gouvernance, d'autres sur comment trouver un nouveau modèle économique, etc. L'idée, c'est que chaque binôme de consultants solidaires va pouvoir être en immersion auprès de ces assos, de 1, 2, 3 jusqu'à 4 assos par semestre pour pouvoir faire sa mission. En parallèle de ça, pourquoi est-ce qu'ils sont régulièrement dans nos locaux avec nous? C'est parce que collectivement, grâce à des ateliers, grâce à des réunions hebdomadaires, etc., le but c'est de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va aider tel asso sur tel besoin, comment est-ce qu'on va aider une autre asso sur sa digitalisation, etc. C'est un format service civique donc qui est rémunéré par l'État, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. C'est la seule mission, contrairement encore une fois aux 2 missions à l'international pour lesquelles il y a une levée de dons. La mission France, c'est la seule mission où il n'y a pas de levée de dons en amont, il n'y a pas de préparation en amont. En revanche, vous êtes rémunéré par le service civique, qui est un format qui nous permet justement de pouvoir rémunérer, de financer directement les missions, mais aussi le consultant solidaire, l'étudiant qui s'engage. Un premier témoignage du coup, Olivia, si tu peux venir parler bien proche des caméras. C'est quoi le quotidien du coup en tant que consultant solidaire? Donc alors moi je suis chez Impulso depuis janvier et jusqu'à juin. Donc je suis en trinôme avec Lison et Théo. Donc du coup on travaille vraiment en équipe quotidiennement. Tous les 3 on se complète vraiment dans nos missions pour pouvoir aider les associations qui ont quand même des besoins différents. On va les aider dans leur développement, dans leurs projets. En ce moment, nos associations elles ont besoin de beaucoup de communication. Donc on est vachement axé là-dessus en ce moment. Avec l'équipe, parce qu'on est quand même pas mal au bureau, ça se passe super bien. Je trouve qu'il y a quand même un très bon équilibre entre à la fois l'autonomie qui nous est laissée et la confiance aussi qu'on nous accorde dans notre mission, mais aussi au niveau du suivi, parce que c'est important d'être bien suivi, c'est-à-dire qu'on n'est pas lâché dans la nature comme ça sans indication, c'est-à-dire que si on rencontre des problèmes, des difficultés lors des tâches qu'on doit effectuer pour les associations, mais aussi des tâches qu'on doit effectuer pour Impulso, ou si on a des difficultés par exemple au niveau du relationnel avec les associations ou quoi, et l'équipe va être là pour nous aider. On a des réunions hebdomadaires pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Voilà, il y a une très bonne ambiance au bureau. Il y a vraiment une bonne confiance qui nous est accordée. Et puis avec les associations, donc on essaie quand même de privilégier au maximum les rendez-vous en présentiel pour quand même créer du lien avec elles. Donc forcément, avec les associations, on est là en tant que consultant solidaire, donc pour les conseiller, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, forcément, on apprend beaucoup de ces associations au quotidien. Ça se passe généralement quand même très bien parce qu'on a des associations qui sont vachement en phase avec Impulso. Après, il faut savoir que ça peut arriver des fois que ça se passe un petit peu moins bien avec certaines associations. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à l'équipe qui va nous aider, on va dire, à traverser des périodes qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Et puis voilà, de façon générale, c'est une mission qui est quand même très dynamique, très diversifiée, très polyvalente. Et puis donc on alterne vraiment entre travailler au bureau, en télétravail et les rendez-vous, ce qui rend cette mission très dynamique. Trop bien, merci beaucoup. Super, merci Olivia. Juste pour préciser, donc on a vraiment un panel très large d'assauts qu'on accompagne, qui sont à la fois engagés dans l'environnement, par exemple auprès des femmes qui sont atteintes du cancer du sein avec Mon Bonnet Rose. On a une asso, comme on voit en l'occurrence Eurosport, qui agit aussi pour l'accès au sport pour les plus démunis. On a une asso à Roubaix, Amitié Partage, qui permet de réinsérer toutes les personnes à Roubaix qui sont en situation d'extrême pauvreté. Donc voilà, on a vraiment ce panel assez large d'assos accompagnés, et justement Chloé va pouvoir en se monter sur scène. Donc Chloé, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus l'accompagnement auprès des assos, concrètement ta mission? Oui. Alors du coup, moi c'est pareil. Ok, juste ça? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, moi c'est pareil, je suis en trinôme avec Fanny et Leslie. Et en fait, notre mission, elle consiste vraiment à aider les associations de France à se développer. Donc nous, on a 3 associations qu'on accompagne, et c'est vraiment trop cool parce que c'est des rencontres extraordinaires avec des gens qui sont vraiment motivés par leur projet. Donc ça, c'est vraiment l'aspect
incroyables de la mission. En plus de ça, on a vraiment des missions qui sont variées. Par exemple, on a refait l'audit d'un site internet pour vérifier que tout fonctionnait bien, voir ce qu'on pouvait améliorer. Après, en fonction de ça, on a fait des plans de communication pour tout ce qui est réseaux sociaux. On a fait un peu de compta aussi, on a fait des plans de financement, des budgets prévisionnels. On a cherché des partenaires pour la route du Rhum. C'était vraiment trop intéressant et le fait d'avoir des tâches qui sont aussi variées, ça permet de vraiment mettre en application les cours qu'on a en école de commerce par exemple. Du coup, ça rend vraiment la mission trop cool. Est-ce que juste tu peux nous, tant que tu t'es sur scène, est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur qu'est-ce que toi, en tant qu'expérience professionnalisante, du coup, dans ton cursus académique et sur ton CV, comment est-ce que tu valorises ça? Comment est-ce que tu comptes le valoriser? Ouais. En fait, justement, c'est intéressant parce que parallèlement à ça, je faisais mes recherches de stage pour cet été. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui a pu être valorisé parce que y a plein de choses qu'on tire de cette mission, que ce soit au niveau des relations humaines, on apprend à avoir des relations professionnelles avec des gens qui sont plus âgés que nous et parfois, c'est vrai que ça peut être intimidant et pas forcément évident parce que donner des conseils à des gens qui sont, qui ont la cinquantaine, alors que nous on a tout juste 20 ans, c'est pas forcément, on se sent pas forcément ultra légitime et ça permet de vraiment prendre confiance. Parallèlement à ça, on met vraiment en pratique tout ce qu'on apprend en cours. Par exemple, la compta, moi c'était très abstrait et là c'était très concret. Tout ce qui est plan de financement, benchmark, du coup c'est vraiment quelque chose à valoriser. Pareil au niveau du démarchage, du coup il y a plein de choses à raconter pour trouver un stage, un emploi. Trop cool, merci beaucoup, merci pour vos témoignages, trop bien. Juste pour finir sur les recrutements, donc là effectivement on recrute dès maintenant pour la mission en France pour un démarrage de mission dans les prochaines semaines, à partir de juillet. Pour les missions défis sportifs à Amérique latine, là on recrute pour une préparation de mission qui va commencer en juin-juillet et donc pour un départ sur le terrain à partir de janvier prochain. Défis sportifs ça peut être un peu plus souple, donc ça peut être dès 2024, mais en soi on n'est pas forcément au mois près. Par contre pour la mission Amérique latine, vu qu'il y a une passation qui est faite entre le binôme qui était sur le terrain et le binôme qui arrive, c'est important que ça coïncide sur les semaines. Ok, trop bien, merci beaucoup. Tant question-réponse du coup? Ouais. Peut-être vous voulez commencer par ceux qui sont présents dans la salle? Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des... Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des questions et réponses pour ceux qui sont dans la salle? On prend aussi toutes les questions et réponses qu'il y a sur les réseaux sociaux, on les passera juste après. Plus, on a quelques questions en amont qu'on pourrait poser éventuellement si on a le temps. Est-ce qu'il y a des questions là déjà maintenant? Soit pour l'asso, soit pour les témoignages, etc. On a encore quelques-uns en Amérique latine notamment qui sont connectés. On vous écoute pour commencer. Ouais. Moi j'ai une question concernant l'Amérique latine. Est-ce que c'est un requis de savoir parler espagnol? Question très souvent aussi posée sur Instagram comme sur Twitch. Carrément. La question du coup c'était est-ce que c'est un requis de parler espagnol pour la mission? Pour la mission Amérique latine, le requis c'est qu'il y ait au moins une personne sur deux dans le binôme qui se débrouille. Il nous est arrivé, et je vous le partage en toute transparence, de recruter un binôme qui parlait très peu espagnol, mais ils ont fait preuve d'une telle détermination et ils cochaient tellement le profil type qu'on aime bien en termes d'adaptabilité, d'humilité, etc., qu'on a relevé le défi avec eux, à condition qu'ils améliorent leur espagnol au fur et à mesure de la préparation. Ça c'est quelque chose de super important. Ceux qui vont partir avec un espagnol, on va dire, assez bien maîtrisé, au moins une personne sur deux, partent avec, on va dire, une longueur d'avance, notamment dans la compréhension des micro-entrepreneurs, dans l'immersion, etc. Ceux qui n'ont pas encore ce niveau-là, forcément, ne vont pas avoir cette avance, notamment lors des entretiens. Pour autant, si vous estimez avoir le profil et vous avez vraiment une détermination hors norme pour cette mission, on peut en parler, on est toujours disposé à voir. Donc, un petit peu de niveau, un minimum, c'est clairement un gros plus. Exactement. Et la préparation de mission aussi, on va justement s'impliquer auprès de vous pour vous faire passer, alors pour ceux vraiment qui partent de zéro, donc on fait tous les mois faire des séances pour voir en fait votre niveau et du coup nous à partir de ce qu'on sait nécessaire pour faire un accompagnement auprès des femmes, du coup en fait vous challenger un peu là-dessus, vous permettre aussi d'avoir des façons d'améliorer encore votre espagnol et d'optimiser en fait votre apprentissage. Donc il y aura aussi un accompagnement sur ce sujet-là de la part de l'équipe. Ouais, une question. Moi j'ai une question au sujet du recrutement. Est-ce que c'est possible de passer les phases de recrutement à distance et est-ce que la formation elle peut se suivre
magnifique. Tu peux poser la question. Ouais. Alors, du coup, est-ce que c'est possible de passer le recrutement à distance? Et en général, la préparation de mission, est-ce qu'on peut la faire à distance en intégralité? Très bon point, on ne l'avait pas précisé. Tout se fait 100% digital. On n'a pas attendu le Covid avant de lancer l'aspect 100% digital. Mais vraiment, c'est hyper important pour nous de pouvoir proposer notre offre à n'importe qui, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit en France ou autre. Donc en fait, alors pour les recrutements, tout se fait évidemment là en visio pour le coup. Et en fait, après, une fois que tu as intégré Impulso, donc pour lancer ta préparation de mission, il y a à la fois donc, des dossiers de formation qui sont tout en digital. Il y a aussi donc beaucoup de temps de formation qui sont faits en fin de journée et qui sont faits en visio. Donc c'est à la fois avec les experts, avec aussi des anciens qui vont intervenir pour introduire des sujets par rapport à la mission. Nos afterwork, pour les coups, on les fait en physique, on les fait à Lille et à Paris. Mais là aussi, on retransmet ça en visio, donc ça permet à tout le monde aussi de pouvoir intervenir et d'avoir aussi des témoignages, par exemple, de ceux qui sont sur le terrain pour accompagner du mieux possible ceux en préparation de mission dans leur levée de nom. Et donc, ouais, vraiment 100% digital avec cette possibilité. Là, aujourd'hui, on a dans la promo qui part en Amérique latine dans quelques mois, on en a plein qui sont en échange avec tout du monde et qui peuvent suivre ça de manière assez facile. Ouais, vas-y, enchaîne. Et comment vous vous assurez, au niveau du suivi dans la formation, comment vous vous assurez qu'ils font vraiment le travail et qu'ils lisent les documents? Question ça. La question, c'est comment est-ce qu'on s'assure que, notamment dans la préparation de la formation, que le travail est vraiment fait, que la formation est vraiment suivie? Ouais, en fait, là, ça repose vraiment beaucoup sur de la confiance. Nous, en fait, chez Impulso, c'est aussi comme ça qu'on procède avec ceux qui sont sur place. On laisse beaucoup d'autonomie, beaucoup de, justement, dans sa mission en tant que consultant solidaire, en tant qu'aventurier solidaire. On ne va pas être là, entre guillemets, à fliquer. Par contre, on va faire des points, des suivis toutes les 3 semaines pour avoir des retours de leur part, pour vraiment en fait, co-construire avec eux leur mission. Donc en fait, ça se retrouve justement dans la préparation de mission avec un accès à tous nos outils. En général, ils sont quand même censés suivre ça pendant les visios qu'on fait en direct. Mais pour ceux qui ne sont pas là, on enregistre tout, on leur demande vraiment de bien écouter tout ça. Et après, ouais, c'est vraiment pour eux parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus concrète et claire pour la pour la levée de dons. Ce qui est vraiment pas évident quand tu commences une levée de dons, tu sais pas forcément par où commencer. Et du coup, ça permet d'avoir une méthode et d'avoir un public à aller cibler assez rapidement. Donc ouais, c'est trop important pour eux, quoi. Alors moi aussi, juste pour rebondir, le parcours, on va dire, du volontaire, le parcours du consultant solidaire chez nous, à la fin, il y a ce qu'on appelle une accréditation, ce qui n'est pas un diplôme, on va dire l'étage en dessous, qui est délivré. Le but étant que cette accréditation, on va dire, valide certaines compétences, certains acquis, certains traits de caractère dans le sens de savoir-être. Ce qu'on veut, c'est, je parle de caractère, pardon, je vais plutôt dire je parle de savoir-être et de soft skills. L'idée étant que ceux qui ne vont pas suivre plusieurs formations, ceux qui vont moins jouer le jeu, etc., forcément sur l'accréditation peuvent être un peu pénalisés, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, tout le monde qui joue le jeu à fond valide cette accréditation. Le but étant que cette accréditation, à terme, va prendre de plus en plus de valeur en tant que diplôme. Après, c'est aussi libre à chacun de se renseigner plus ou moins sur chaque programme, de plus ou moins revoir ou voir les replays des différentes formations qui sont faites. Le suivi, après, il se fait aussi beaucoup à la confiance. Juste avant la question, on me dit notre webinaire. Il y avait une dernière question. Ouais. Concernant du coup le choix de pays, etc., comment est-ce que vous faites en fonction du caractère des personnes, en fonction du pays, ou plutôt nous on choisit Ouais, bonne question. La question, elle concerne le choix du pays. Est-ce qu'on fait en fonction du caractère, en fonction du souhait, etc., des personnes qui candidatent? Ce qui est sûr, c'est que chaque personne candidate pour vivre une immersion et pour vivre la mission, par exemple en Amérique latine, par exemple en France, par exemple en défi sportif. Donc c'est avant tout faire partie de la communauté et justement, on demande aussi cette humilité de se dire, je ne sais pas encore où est-ce que je vais m'engager, mais j'ai avant tout envie de m'engager. Par contre, on comprend extrêmement bien que la plupart des futurs volontaires ont envie de s'engager, par exemple au Mexique pour l'Amérique latine ou par exemple au Pérou, pour telle ou telle raison, ou pour ceux qui vont pédaler à l'étranger, il y en a qui veulent plutôt aller en Europe, en Asie, etc. Ce qui est sûr, c'est que dès l'entretien, on en parle, et qu'ensuite, on fait, en fonction de chaque promotion, en fonction des places disponibles aussi, et on fait toujours un échange collégial avec l'équipe, bien évidemment, mais aussi dans la promo. Et après, il y a 2 éléments qui viennent rythmer ça, notamment, sur lesquels on a beaucoup bossé sur les 3 dernières années. Premièrement, c'est un process pour que chacun puisse avoir, en fait, chacun émet une liste de souhaits, et que chacun puisse avoir un terrain d'action qui corresponde le plus possible à ses attentes, à ce qu'il souhaitait, etc. Et le deuxième élément qui est vachement important, et c'est où ta question est très pertinente, c'est que par rapport au trait de caractère, par rapport à l'adaptabilité ou pas, par rapport à si quelqu'un souhaite plutôt quelque chose de très immersif chez l'habitant,
ou à l'inverse quelque chose d'un peu plus détaché, un peu plus facile entre guillemets dans le relationnel. Si quelqu'un souhaite être quelque part, il fait très chaud, très froid, ou si quelques personnes ont des contraintes, on va dire par exemple trop de chaleur, par exemple pas envie d'être dans tel ou tel contexte, on parle de tout ça, on a un process avec des questionnaires, etc. Et ensuite on choisit justement en fonction de ces deux gros paramètres-là, à la fois le souhait et effectivement ce qu'on connaît du profil et du terrain d'action, etc. Le but étant que ça fasse un matching le plus cohérent possible. On commence à avoir pas mal d'expérience avec les 200 volontaires qui sont passés par chez nous pour que chaque volontaire soit très content sur le terrain et aussi qu'il puisse avoir un minimum ce qu'il souhaite. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que chaque terrain d'action présente ces éléments positifs et parfois un peu plus dommageables pour les binômes. Donc en fait, c'est vraiment un arbitrage entre. Nous, on a une banque de connaissances aussi dans laquelle on a vraiment restitué toutes les infos sur chaque terrain d'action qu'on transmet via nos outils en interne. On a un réseau social en interne qui permet donc d'échanger avec toute la communauté, avec les 180 jeunes qui sont actuellement chez nous. Et donc on a aussi une partie connaissances avec notamment donc, des articles sur chaque terrain d'action qui recensent hyper bien les plus et les moins de chaque terrain pour que les volontaires puissent aussi s'y retrouver par rapport à leurs envies. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, encore une question. Est-ce que c'est possible qu'après les 6 mois de formation, pour quelconque raison, vous opposiez ou vous refusiez le départ final du centre métier? Non, c'est pas possible. Très bonne question. Est-ce que c'est possible qu'après les 6 mois de préparation, formation, levée de dons, etc., est-ce qu'on puisse se dire non à une personne, s'opposer à une personne qui veut partir? Dans l'absolu, oui, c'est possible, dans le sens où si on estime, et ça c'est vraiment quelque chose qui est collégial, qui est fait en équipe et qui est fait avec toute la gouvernance de l'asso, c'est pas quelque chose qui va être non réfléchi. Si une personne n'a pas le savoir-être, n'a pas l'adaptabilité, n'a pas le bon comportement, nous c'est super important que, notamment en termes de soft skills, on ait des personnes qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent à l'approche Impulso, qui correspondent à cette création de confiance qu'on va avoir avec le bénéficiaire, avec l'équipe, dans la communauté, etc. Donc si la personne vraiment ne coche pas ces cases-là et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en général le malaise il est révélé bien avant le coup d'envoi de la mission. Et ça nous est déjà arrivé, mais dans ce cas-là, en fait c'est un consensus, même les volontaires se disent en fait je suis juste pas adapté à la mission, je suis pas fait pour la mission. L'autre chose c'est par rapport à la levée de dons. Il n'est jamais arrivé encore qu'aujourd'hui quelqu'un rate complètement sa levée de dons à tel point qu'il ne puisse pas partir du tout. En revanche c'est évident que avec toutes les 3 semaines, comme disait Clément, il y a du coaching, il y a du suivi avec l'équipe pour que la levée de dons se fasse vraiment graduellement. C'est pas au bout de 5 mois et demi de préparation qu'on se réveille et qu'on dit « Ah zut, j'ai que 1 000 € sur les 10 000 ». On tire la sonnette d'alarme bien avant ça et on trouve d'autres leviers, on vous coach, on vous accompagne pour ça, bien avant ça. Pour autant, il est arrivé qu'il y ait des gens qui galèrent un peu plus ou moins sur la levée de dons, ça peut arriver. Dans ce cas-là, on trouve des leviers avant, que ce soit en général en se mettant d'accord avec les personnes. Certaines personnes sont prêtes à engager un petit peu de leur sous perso, ou encore de mettre leur argent de poche de côté par exemple pour cette mission. On trouve toujours des leviers, mais il est évident que quand on s'engage dans une mission Impulso, il faut être prêt à s'engager à 100%. Encore une fois, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, aujourd'hui tout le monde a réussi à financer sa mission, parfois plus ou moins border, parfois avec une très grande réussite. Mais oui, on peut dans l'absolu s'opposer à un départ si vraiment ça va. Alors la question c'est quoi la somme minimale qu'il faut pour pouvoir partir? 10 000 €, on parle de moyenne en 10 000 €, c'est un peu notre chiffre standard parce que c'est ce qu'il faut pour la mission Amérique latine qui drive le plus de volontaires aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est que avec un chiffre vraiment bas comme 3 ou 4 000 €, c'est largement insuffisant pour partir en mission. Mais ça c'est encore une fois, c'est bien avant le départ qu'on en parle. Quand on est à partir de 7 ou 8 000 €, on va dire que c'est le standard un peu minimum requis. Ceux qui veulent absolument partir avant ça, si vraiment ils n'ont pas réussi à élever plus, encore une fois, il y a plein de leviers qu'on va pouvoir mettre en place ensemble et éventuellement faire appel aussi à la promo pour travailler ensemble sur la levée de dons de ceux qui sont un petit peu, on va dire, à la traîne. Pour autant, j'estimerais entre 7 et 8 000 €, on va dire, le strict minimum. Une mission se fait très bien, en général, avec 9 000 € par exemple, pour une mission en Amérique latine. À l'inverse, pour le défi sportif, si la levée de dons est vraiment trop basse, en général, on demande un minimum d'engagement financier personnel, que les gens puissent payer un minimum, eux, de leur poche, leur vélo, leur matos, etc. Et aussi leurs frais de vie là-bas, parce qu'on a besoin que cette mission puisse financer de l'impact et puisse financer des micro-entrepreneurs. Donc ça dépend, et ça c'est le truc auquel on discute un peu au cas par cas au fur et à mesure de la préparation. Exactement. On rappelle qu'on parle de levée de dons en binôme, donc on dit 9 000 ou 10 000, c'est à 2.
ce qui fait 4 ou 5 000 par personne. Et en fait, juste pour conclure là-dessus, donc en fait aujourd'hui on a une méthode qui a fait ses preuves. Donc on a levé en tout, en fait, avec cette méthodologie-là, plus d'1 million d'euros, entre les 700 000 on va dire pour les volontaires et le reste levé par l'ONG donc depuis le début, depuis notre création. Donc en fait, comme disait Cyril, il y a plein de paliers en plus de l'approche du méthodo où on s'appelle régulièrement. Il y a vraiment une trentaine de paliers qui ont été trouvés par nos volontaires depuis le début, qui consistent par exemple à vendre de la bouffe, mais aussi à participer par exemple à faire une tombola, à participer à des événements, etc. Enfin, bref, vraiment on a plein de choses qu'on a mises en place depuis le début et qui sont autant de pistes à activer donc, pour nos jeunes en levée de dons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est concernant justement les levées de fonds. Du coup, ce sera pour nous, pour notre consommation, ou c'est aussi pour donner aux micro-entrepreneuses? Alors, bonne question. Alors, la question, c'est par rapport à la levée de fonds, à quoi elle sert? Est-ce que c'est uniquement est-ce que c'est entre autres pour la consommation et pour la vie, ce qu'on appelle les frais de vie des volontaires, ou est-ce que c'est pour les micro-entrepreneurs? Juste, j'en profite, on me dit dans l'oreillette qu'il faut qu'on soit plus concis dans les réponses parce qu'il y a beaucoup de questions. Ok, d'accord. Et que le temps file, donc on ne va pas trop vous retenir. La levée de fonds, elle sert principalement à financer la mission, c'est vraiment le principal. Pour la mission Amérique latine, la levée de fonds de 10 000 euros en moyenne, elle sert quasiment à 100% à financer l'aller-retour sur le terrain d'action, les 6 mois de logement, les 6 mois de nourriture, de prise en charge, le transport, les frais de vie, etc. etc. Dans cette partie, on conseille, mais c'est rien d'obligatoire, que les volontaires puissent aussi lever une petite partie pour les micro-entrepreneuses, ou encore pour faire pour le microcrédit pour qu'elles puissent entreprendre, ou encore pour faire ce qu'on appelle des petits cadeaux aux sociaux, pour aussi créer un lien. Mais en général, l'immense majorité de cette levée de dons, au-delà de la part de fonctionnement qui existe pour Impulso, ça sert entièrement à financer la mission. Pour ce qui est du défi sportif, on est à peu près sur un moite-moite dans le sens où une grosse moitié va servir à financer l'impact social, donc financer du microcrédit pour les missions de défi sportif, tandis que l'autre moitié va servir, si la levée de dons est assez suffisante, va servir à financer l'aller-retour, une partie du matériel, les frais de vie sur place, éventuellement le côté bivouac, camping, logement, etc. peut aussi être pris en charge par la levée de dons. D'autres questions ou pas? Ça roule? Ok, est-ce qu'on a des questions en live? En live, on en a beaucoup. Pardon. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'il y a seulement la mission France où on est rémunéré? Est-ce qu'il y a seulement la mission France où on est rémunéré? Oui, la mission France, c'est une mission très particulière donc, qui est rémunérée par le service civique. Les autres missions, vous n'êtes pas directement rémunérés. L'idée, en revanche, c'est que les personnes n'aient pas à dépenser, n'aient pas à financer avec leur poche cette mission. Je m'explique, pour la mission Amérique latine et défis sportifs, il y a cette levée de dons, cette préparation en amont qui permet de financer les missions. Le but, c'est que sur le terrain, pour votre logement, pour le transport, pour l'aller-retour là-bas, la nourriture, etc., tout ce qui sert à, entre guillemets, déployer les consultants solidaires sur le terrain, ça sert justement à prendre en charge votre mission pour que vous n'ayez à dépenser 0 frais de vie dans le cadre de la mission, donc de votre poche. Donc il n'y a pas de rémunération, mais en fait, c'est la levée de dons qui vient financer votre vie sur place. Bien sûr, il y a un gros bémol là-dessus, c'est que tout ce qui est perso, tout ce qui est aller au Machu Picchu quand on est au Pérou, tout ce qui est aller faire la fête une fois de temps en temps, les week-ends, etc. Ça, c'est bien évidemment pas pris en charge par la levée de dons et c'est bien évidemment à vos frais et aux frais de la personne. Mais un peu comme si on faisait une mission aussi, on va dire ici en France, dans le cadre du travail, c'est le boulot, dans le cadre du week-end, effectivement, c'est les dépenses perso. D'autres questions? Oui, toujours sur la mission France, est-ce qu'il faut un profil particulier pour intégrer cette mission ou pas? Est-ce qu'il faut un profil particulier? Je ne sais pas si tu réponds Clément. Oui, carrément. Mais nous, en fait, alors clairement, on cherche des profils qui sont un minimum expérimentés pour avoir une pertinence auprès des assos accompagnés. Les assos, il faut savoir que c'est des assos professionnels qui ont donc des salariés qui existent depuis des années. Donc forcément, il y a des attentes aussi de la part des assos. Après, en général, quand on a passé 2-3 ans déjà en école, que ce soit en université, en IAE, en école de commerce, d'ingénieur, on a forcément des choses à apporter. Donc en fait, en général, même à partir de un peu après la L3, on commence vraiment à être pertinent. Du coup, je dirais on est sur ce genre de profil-là en général. Après, en fait, on candidate aussi via le service civique, donc ça permet de s'adresser à des profils très variés qui peuvent aussi satisfaire vraiment nos exigences. Et en fait, comme disait Cyril, nous, on met vraiment beaucoup l'accent sur les soft skills. Donc on a un peu coutume de dire qu'au final, pour nous, c'est plus important les soft skills que les hard skills. Et notamment, on parlait d'adaptabilité, d'humilité, vraiment de tout cet aspect, justement, empathie, écoute, etc., écoute active, qui permettent de bien savoir comment répondre aux attentes
des bénéficiaires. Du coup, tout ça est... C'est ça. Tous ceux qui pensent avoir la bonne posture, la bonne approche et un tout petit peu d'expérience, on va dire, venez vous former à nos côtés. Effectivement, c'est ouvert à beaucoup de profils. Dans tous les cas, on est ouvert pour en discuter sur le format et pour cette mission-là. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je précise aussi que ça peut se faire en parallèle de ses cours. Par exemple, Chloé, qui est à l'EDEC, a réussi avec l'école à trouver un parcours, un programme spécial pour son engagement auprès des assos. Et donc, ça lui permet d'être en cours le matin et l'après-midi, que ce soit libéré pour Impulso. Yes. Autre question qui revient assez souvent, c'est est-ce que les missions, par exemple, comme le défi sportif et la mission en Amérique latine, peuvent être considérées comme des stages pour les écoles? Bonne question. Est-ce que les missions passent comme stage? Alors ça dépend des écoles. Malheureusement, nous ne sommes pas à la place de toutes les écoles, donc c'est pas nous qui décidons systématiquement. Ce qui est sûr, c'est que plus on avance, plus les écoles valident ce genre de stage. De un, parce que les missions sont extrêmement cadrées, parce qu'il y a le parcours, etc. Et de deux, parce que de plus en plus d'écoles s'ouvrent aussi à ce qu'il y ait des formats de développement perso et que c'est pas juste réservé à une session. Maintenant, ça c'est à vous de voir avec vos respos Career Center dans les écoles, ou avec vos respos de master, etc. Parce que c'est vraiment propre à chaque école. Aujourd'hui, il s'avère qu'une grande majorité des écoles valident ça comme stage. Pour ceux qui doivent absolument le faire valider comme stage, on est toujours aussi ouvert pour en discuter. D'autant plus qu'on a des partenaires, notamment pour la mission Amérique latine. On a des partenaires locaux qui vous accueillent pour la mission AMLAT pour justement vous présenter les bénéficiaires, etc. Donc on peut aussi travailler main dans la main avec eux pour le côté recevoir en stage. Donc on trouve quasiment systématiquement une solution pour ceux qui veulent faire valider ça en stage. Il y a aussi une autre question concernant le défi sportif, ça serait est-ce qu'il faut savoir déjà son continent quand on souhaite postuler ou bien on peut choisir son continent ensuite avec vous? Ouais, on est vraiment ouvert en fait. Nous clairement, comme disait Cyril, on est effectivement quand tu rejoins Impulso, c'est vraiment pour l'impact, etc. Donc en fait, les interactions, il faut absolument partir sur ce continent-là, c'est du bonus. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une discussion autour de ça pour voir en fait si d'après nous aussi ça correspond bien avec ce que demande ce terrain d'action, ce que vont offrir les partenaires en termes d'accueil et en termes de mission. Donc tout ça sera toujours soumis à une discussion avec nous, mais toujours en co-construction, en bonne intelligence, pour s'assurer qu'après les volontaires et le terrain d'action qui leur correspond le mieux. D'accord. J'ai une autre question, c'est pourquoi vous souhaitez aider que les femmes? Vous intervenez auprès que des femmes? Bonne question. En fait, nous, c'est un constat qu'on a fait, donc je parle notamment au nom de Cyril et Louis Elie, les fondateurs. Il y a 7 ans, en se rendant sur le terrain en Amérique latine, en fait, on a vraiment constaté, et moi du coup à titre personnel, quand j'y suis allé un an après eux, on a vraiment constaté un certain machisme en fait sur ce continent, avec les femmes qui sont en fait peu amenées à entreprendre. Or, la microfinance correspond, disons qu'en termes de chiffres en Amérique latine, il y a environ 70% de bénéficiaires femmes parmi tous les micro-entrepreneurs. Donc en fait, on a très bien vu à quel point il fallait, en tout cas, on a vraiment eu cette envie en fait, de répondre d'ailleurs à cet enjeu majeur aujourd'hui, de permettre donc à ces populations qui sont un petit peu entre guillemets sous-estimées en tant qu'entrepreneurs, à justement leur permettre de s'émanciper et d'avoir des business pérennes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment la vision qui drive Impulso, tout comme on a aussi d'autres enjeux majeurs qui sont la réduction des inégalités, la résolution de la pauvreté entre guillemets, ou même l'accès à l'éducation. Voilà, tout ça, c'est des enjeux qui nous parlent beaucoup, et c'est vrai que les femmes, c'est vraiment l'aspect principal aussi de notre action chez Impulso aujourd'hui. Et j'ai 2 questions, mais que je peux regrouper en une. C'est quelles sont les étapes de recrutement et donc quels sont après, quand est-ce que tombent les résultats si, par exemple, je souhaite postuler, quand est-ce que j'aurai les résultats? Nickel. Donc en fait, il y a un premier process qui permet en fait de faire toute une vague de premiers entretiens. Donc ça va durer quelques semaines. L'idée vraiment, c'est de tout recevoir et de pouvoir enchaîner après les entretiens donc avec du coup Léonie et moi-même. Donc en fait après ça, si justement notamment sur l'aspect soft skills, si ça nous paraît satisfaisant, on vous fait passer en deuxième entretien, et dans ce cas il y a une deuxième vague avec cette fois-ci les fondateurs qui vont vous poser aussi d'autres questions, plus études de cas, etc. Et donc le but c'est qu'après ça on puisse vous dire si oui ou non vous êtes intégré à la promo Impulso. Généralement le timing, je dirais, ça varie généralement entre un mois, entre 3 semaines, un mois et un mois et demi. On fait vraiment en sorte que ça aille assez vite. Alors la contrainte pour nous, c'est qu'il faut recevoir toutes les candidatures, d'où le fait qu'en fait on lance les recrutements dès mi-avril, comme là ça va être le cas après la conférence. On se laisse quand même du temps pour recevoir les candidatures, et donc ensuite on enchaîne, et généralement d'ici fin mai on est fixé quoi.
Super, merci Clément. Et j'ai une dernière question de Chloé sur Twitch qui me demande est-ce qu'on peut candidater à la mission Hamlet et aux défis sportifs quand on n'est pas encore sûr duquel on préfère? Complètement. Ce sera après une discussion pendant l'entretien. Dans tous les cas, vraiment, si le profil nous plaît, si les soft skills sont bien présentes, etc., il n'y aura pas de souci pour intégrer Impulso. Et après, on pourra aussi discuter d'ailleurs de la mission qui correspond mieux. Donc vraiment, allez-y vraiment de manière proactive, candidatez. Puis d'ailleurs, la discussion se fera avec l'équipe. Ah, et j'ai une dernière question sur Twitch qui vient d'apparaître. C'est est-ce que les consultants solidaires, notamment pour la mission France, il y a aussi plusieurs entretiens? Oui, exactement. Pareil, même process. Pareil aussi pour du coup le poste de Léonie qui sera libre prochainement. Donc l'aspect couteau suisse de l'ONG. Là aussi, pareil, toujours 2 entretiens. C'est quelque chose qu'on valorise beaucoup parce qu'on veut vraiment que toute l'équipe puisse donner son avis et puisse rencontrer les personnes qu'on recrute, vu qu'on valorise beaucoup notre communauté. Alors on considère que les personnes qui sont chez nous sont entre guillemets des pépites et du coup on a vraiment envie de garder cet aspect très qualitatif en ayant donc les avis de toute l'équipe. Yes, moi j'ai une dernière question qui nous est revenue régulièrement, notamment aux précédentes conférences et en amont de cette conférence. Je vais juste réactiver le micro. Est-ce que parmi ceux qui sont en Amérique latine, parce que je vois qu'on a encore quelques connectés, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dispo? Moi, oui. Yes. Nickel, question pour tous ceux qui sont dispo. Répondez s'il vous plaît assez succinctement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre plus grosse difficulté et ensuite votre plus grosse, fierté dans la mission, s'il vous plaît? On peut commencer Adrien, Valentin, si vous avez votre micro activé, allez-y. Une difficulté, une fierté. Alors, en termes de difficulté, je pense qu'on peut parler des différents lapins qui ont pu nous être posés dans l'accompagnement. Donc, il faut savoir qu'il y a des périodes de creux parce que les entrepreneurs ne comprennent pas toujours ce qu'on vient faire, ils ne sont pas toujours intéressés. Parfois, ils peuvent avoir un métier à côté aussi, donc on les aide sur une autre partie en fait. Ils peuvent avoir un petit commerce et à côté, en même temps, ils aident leur moteur, je ne sais pas. Et donc, parfois, ils sont intéressés théoriquement par notre accompagnement et dès qu'il faut mettre des choses en pratique, etc., là, ils vont être un peu. Pas aller trop vite. Ouais, en fait, c'est une éducation très différente au Pérou, en tout cas. Et en fait, c'est très loin d'eux. On est très loin d'eux et ce sentiment de distance, on le sent très fort au début. Et au fur et à mesure, ça se résorbe. Et je pense que c'est là où on peut mettre notre fierté, justement, pour répondre à ta question. C'est qu'on a dépassé ce cap où les lapins nous font mal à l'égo, où toutes les semaines on rappelle, on se prend un ou deux lapins. En fait, c'est pas grave. Si les gens ne veulent pas avancer avec nous, tant pis, on passe avec quelqu'un d'autre qui est plus motivé et qui saura travailler avec nous en fait. Ok, hyper intéressant. Effectivement, ça permet de se rendre compte aussi des difficultés sur le terrain. Est-ce que Inès, je ne sais pas si Inès ou Emmanuel veut témoigner aussi un peu sur le mot. Merci beaucoup Adrien et Valentin. Si Emmanuel. Oui, mais je pense que Inès allait prendre la parole, donc c'est comme tu veux. Trop de politesse chez Impulso. Vas-y Emmanuel. Vas-y. Vas-y. Sinon, vas-y, ça va revenir. Nous, je dirais qu'on a du mal plutôt avec. Déjà, c'est dur de prendre du recul dès maintenant, et plutôt entre le décalage entre nos exigences, les exigences qu'on a envers nous-mêmes, qu'on connaît à travers nos études, c'est-à-dire énormément de travail, une discipline dans le travail, des deadlines, avoir tout le temps, être hyper carré sur tout, un emploi du temps, des objectifs. Et en fait, en réalité, sur le terrain, c'est pas du tout la réalité qu'il faut adapter, qu'il faut mettre en place ici. Il faut sans cesse s'adapter à un rythme différent, à des exigences différentes, puisque des solutions que nous, on trouvera adaptées à certains enjeux ne le sont pas forcément pour elles. Et donc, c'est vraiment aussi de la résilience et du discours tout le temps pour chercher à les comprendre au mieux et ne pas faire du copier-coller de ce qu'on a appris dans nos études. Voilà, Ouais, hyper intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, ça en dit long aussi sur l'importance de la communication et parfois, ça ne soit pas toujours simple.
Dernier témoignage, après on va s'arrêter là, parce qu'on a largement débordé sur l'heure, mais Inès, Inès et Capus, soit une fierté, soit une difficulté. Un dernier petit mot, si vous voulez. En fait, les deux auxquels on a pensé, c'est assez lié, c'est un peu sur notre utilité. Enfin, notre plus grosse difficulté, c'est qu'on a des sociaux qui sont endettés, qui ont plein de microcrédits et qui manquent 1 000 $ par mois. Et ici, un SMIC, c'est 400 $, donc 1 000 $, c'est énorme. Et on n'arrive pas. C'est quand même assez compliqué, on n'arrive pas à se dire on va réussir à les aider à trouver 1 000 $ comme ça, d'un coup. Enfin, on sait pas. Enfin, c'est surtout sur notre utilité. Et du coup, notre plus grande fierté aussi, c'est quand ils nous remercient et qu'ils nous disent grâce à vous, on a pu faire ça. Ou enfin, quand on voit qu'on leur est utile, c'est les moments où on est les plus heureuses. Trop bien, merci beaucoup. Merci pour ce petit frisson final sur l'accompagnement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est des difficultés, mais aussi beaucoup de moments positifs. Merci à tous pour vos témoignages. On va conclure la conférence là-dessus. Donc, merci à tous ceux qui sont sur le terrain. C'était hyper riche de vous avoir. À très bientôt. Trop bien. Et j'ai une toute dernière question qui est arrivée sur le Twitch. C'est Chloé qui me demande c'est pour une mission. Pardon, excusez-moi. On est en live. En gros, donc, les candidatures, si là on souhaite candidater, en gros, ça serait pour quel moment? Pour quelle période? Alors pour la mission France, c'est pour un début de mission en juillet. Pour les missions Amérique latine et défis sportifs, c'est pour un début de mission à partir de début 2024, donc entre janvier et défis sportifs, ça peut être plus tard. Nickel. Est-ce qu'on est bon sur les questions? On n'a plus de questions en live, a priori c'est bon. C'est bon. Trop bien, merci beaucoup, merci à tous. C'était hyper cool sur ce format un peu hybride qui est jamais simple. Merci beaucoup à la team Orga qui est derrière les écrans et à Alex qui a beaucoup œuvré pour tout ça. On se tient au courant, on est toujours à dispo sur Insta, sur LinkedIn pour discuter, pour répondre à vos questions. C'est avant tout la rencontre, la communication qu'on privilégie. Donc merci à ceux qui sont en présentiel, merci à ceux en distance et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci à tous. Bonne soirée à tous.